La donnée, là, c'est devenu une arme, tout simplement. Donc, le champ de bataille s'est déplacé sur les plateformes numériques, les réseaux sociaux. Et la donnée, c'est les munitions avec lesquelles on attaque. C'est ni plus ni moins ça. Puis ça, les gouvernements l'ont compris. Mon numéro de carte de crédit. C'est plus ça qui fait peur, par exemple. Parce qu'avec Temu, dans le fond, c'est mon ça. Nom, mon adresse. Ouais. Temu, c'est un peu une affaire de même parce qu'il y a eu des fraudes bancaires avec cette application-là. Ouais. Ça, je sais pas s'il faut tenir Temu responsable à 100% des fraudes bancaires. Souvent, les fraudes bancaires sont faites par les marchands qui sont sur la plateforme Temu. Okay? Ce que j'expliquais dans l'entrevue que tu as citée là, à TVA avec Pierre-Olivier Zappa, ce que j'expliquais, c'est que la croissance exponentielle de Temu ou la rapidité avec laquelle ils connaissent une croissance fait que ils font peut-être pas forcément des revues diligentes sur tous les marchands qui viennent afficher sur leur plateforme. L'objectif de Temu, c'est pas d'être sécuritaire. L'objectif de Temu, c'est d'offrir un maximum de bébelles à bas prix. Okay, pour aller chercher un maximum de commandes, en quelque sorte. De visiteurs, puis de trafic exactement. sur leur site. Là. Mais tu sais, quand, je sais pas, je connais pas les chiffres, mais quand t'accueilles, je sais pas, 250 nouveaux marchands par jour, c'est pas vrai que tu vas faire une revue diligente sur sont-ils sécuritaires, ils ont-tu les accréditations nécessaires auprès des banques. Non, tu coupes les coins ronds, puis tu dis, regarde, viens-t'en, puis si jamais on a trop de plaintes, on va juste l'enlever de notre plateforme, puis c'est tout. Donc, c'est pas tant Temu qui fait de la fraude, mais les marchands qui sont sur la plateforme de Temu. Ce qui fait que Temu est un peu protégé par rapport à ça. Tu peux pas les attaquer, c'est pas eux. Mais en même temps, c'est grâce à leur plateforme qu'ils peuvent s'opérer. Fait que, exact. C'est pas vrai qu'ils ont les mains propres. Là. Exact. Mais ils ont le Parti communiste chinois en arrière. Ouais. Puis il se faisait aussi reprocher de faire de l'espionnage avec leur plateforme. C'est ce que j'ai dit tantôt. Ouais, c'est ça. C'est l'accès à nos données. Ouais. Oh oui, ils espionnent tout. Je voulais dire, excuse, des logiciels malveillants. Ben, l'application Temu, en tant que telle, j'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais fort probable que ce soit une application bourrée de logiciels malveillants. Il y avait Grizzly qui avait fait une recherche, je pense, sur eux autres pour analyser justement l'application. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de portes dérobées en arrière de cette application-là qui leur permet d'accéder à tout. Là, quand je dis qu'ils disent ce que tu es capable de frapper au clavier, là, c'est pas, j'ai pas fait d'études ou de recherche par rapport à ça, mais c'est un expert en cybersécurité très connu au Québec qui, lui, a fait tout ce travail d'analyse-là, puis qui a publié là-dessus. Là. Donc, ouais. Fait que c'est ça, c'est assez pour que ça soit inquiétant. Ça l'est. Ouais. C'est très inquiétant. Puis ce qui est inquiétant, c'est qu'est-ce que le Parti communiste chinois va faire avec ces données-là. Est-ce qu'il pourrait être banni du monde occidental? Ah oui, définitivement. Ben, si on revient à TikTok, on le sait que à l'époque de la présidence Trump, il y a eu cette rivalité sino-américaine sur TikTok où Trump voulait bannir TikTok des États-Unis et que la seule condition pour ne pas bannir TikTok des États-Unis, c'était que une entreprise américaine rachète TikTok USA, en quelque sorte. Et ça, TikTok, mais principalement ByteDance, la maison mère, et donc principalement le Parti communiste chinois ont totalement refusé ça. Ça, c'était à l'époque de la guerre Huawei où le gouvernement canadien était obligé d'arrêter la numéro 2 de Huawei parce que les États-Unis l'avaient demandé, etc. C'est dans toute cette relation extrêmement tendue sino-américaine qu'il y a eu l'épisode TikTok avec des grands éclats de la part de Donald Trump par rapport à ça. Reste que quand Biden a été porté au pouvoir, Biden n'a pas fait d'éclat avec ça, mais il a continué cette politique de vouloir interdire TikTok aux États-Unis. Ouais. Encore aujourd'hui, parce que c'était encore légitime, dans l'actualité. Ouais. Mais oui, parce que, encore une fois, ça capte les données des Américains. Et avec les données des Américains, on est capable d'influencer les Américains. Tout simplement. C'est pour les gouvernements, là, en fait, je vais utiliser des mots très forts, mais là,
Je suis dans la lecture en ce moment d'un livre passionnant qui s'appelle Technopolitique, qui a été écrit par Asma Mala, une Française, qui est une femme extrêmement brillante. La donnée, là, c'est devenu une arme, tout simplement. Donc, le champ de bataille s'est déplacé sur les plateformes numériques, les réseaux sociaux. Et la donnée, c'est les munitions avec lesquelles on attaque. C'est ni plus ni moins ça. Puis ça, les gouvernements l'ont compris. Il y a longtemps. Et se sont guéris de tous les outils nécessaires pour bien analyser l'ensemble des données. Se sont dotés d'outils pour capter l'ensemble des données de partout. C'est pas rien. C'est pas pour rien qu'il y a, tu sais, un Elon Musk est super proche des gouvernements quand il faut envoyer ses satellites SpaceX, Starlink, ouais. avec les fusées SpaceX, on va dire, ouais. dans l'espace. Là, c'est pas pour rien là qu'il offre des connexions Internet à haute vitesse à travers les satellites. Là. C'est capter de la donnée. Là. Ah ouais? Mais oui. Puis ça, il donne pas cher pour pouvoir... Mm-hmm. Ah ouais. Puis il fait quoi avec ça? Il leur revend? Ben là, pour l'instant, le narratif d'Elon Musk par rapport à ça, c'est que, par exemple, pour la guerre en Ukraine, il a déployé ses satellites au-dessus de l'Ukraine pour que les citoyens ukrainiens aient encore accès à Internet. Mm-hmm. Donc ça, c'est le narratif, c'est « je fais un beau geste ». Ouais, mais il y a sûrement de quoi, il y a anguille sur roche. Là, le cash se fait avec la donnée. Ouais. Je répète, j'insiste sur ce message-là, le cash aujourd'hui se fait avec la data. Donc, plus t'as de data, plus t'as de pouvoir. Puis à qui te revends ça? Tu sais, qui veut de ça? Ben, les gouvernements. Ouais. Les gouvernements qui veulent comprendre comment fonctionnent les autres gouvernements, comment fonctionnent les autres peuples dans les autres pays. OK, fait que c'est pas nécessairement des entreprises qui font des études de marché, là. Ouais, ça peut être ça, mais ça, c'est gentil. OK, ouais. Mais ça peut être ça, effectivement, là. Ils vont vendre aussi à des fins publicitaires, on s'entend, là. Mais dans la réalité, le plus gros, là, c'est auprès des gouvernements, auprès des armées, pardon. Mm. On vit dans un drôle de monde, hein, ouais. Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.